En moins de 24 heures, une décision a modifié un équilibre régional construit depuis près d'un demi-siècle. La sortie de la Guinée-Bissau de la CEDEAO offre pour la première fois au Mali, au Niger et au Burkina Faso un accès direct à l'Atlantique. Ce basculement ne surgit pas par accident. Depuis plusieurs mois, les tensions entre la CEDEAO et les régimes sahéliens s'accumulaient, nourries par sanctions, suspensions et désaccords politiques persistants. Dans ce contexte, le courrier officiel envoyé début décembre agit comme un déclencheur plus que comme une surprise. Il révèle une dynamique déjà à l'œuvre où les États enclavés du Sahel cherchent à desserrer une contrainte géographique devenue stratégique. L'accès maritime change la nature même des dépendances. Jusqu'ici, la majorité des échanges du Mali, du Niger et du Burkina Faso transitaient par des ports contrôlés par des partenaires extérieurs ou soumis à des cadres régionaux contraignants. Cette configuration renchérissait les coûts logistiques et limitait les marges de négociation. Avec la Guinée-Bissau, un débouché côtier se greffe désormais à l'alliance des États du Sahel, modifiant les routes possibles et les rapports de force. Ibrahim Traoré s'inscrit au cœur de cette lecture. Pour lui, l'événement confirme que la souveraineté n'est pas seulement politique, mais aussi matérielle et spatiale. Routes, ports et corridors deviennent des instruments aussi décisifs que les discours. Cette approche explique pourquoi les réactions populaires, de Bamako à Niamey, ont rapidement dépassé le cadre institutionnel pour prendre une dimension symbolique. Le contexte historique éclaire ce moment. Depuis les indépendances des années 1960, l'Afrique de l'Ouest s'est structurée autour d'organisations censées faciliter l'intégration, mais souvent perçues comme rigides. La rupture bissau-guinéenne agit donc comme un test grandeur nature. Peut-on recomposer sans s'isoler totalement? Ce qui se joue ici n'est pas encore un modèle achevé, mais une hypothèse en action. Elle oblige observateurs et décideurs à regarder autrement la géographie politique du Sahel. La question n'est plus seulement qui gouverne, mais par où circulent biens, décisions et influences, et à quel prix. Pour comprendre l'impact immédiat de cette recomposition, il faut suivre les acteurs qui la rendent tangible sur le terrain. En Guinée-Bissau, le nouveau pouvoir ne s'est pas contenté d'un geste diplomatique. Il a rapidement traduit la rupture en décisions opérationnelles, en particulier autour des infrastructures côtières et des usages du port de Bissau. On le voit d'abord dans les services portuaires. Quelques jours après l'annonce, des équipes techniques ont commencé à réévaluer les capacités d'accueil, les quais disponibles et les procédures de saisie douanière. L'objectif affiché était simple, rendre possible un flux direct avec les pays sahéliens sans passer par des intermédiaires extérieurs. Ce travail discret, peu médiatisé, a pourtant signalé que la décision politique s'accompagnait déjà d'une mise en œuvre concrète. Dans un second temps, du côté sahélien, des transporteurs et opérateurs économiques du Burkina Faso et du Mali ont évoqué des itinéraires pilotes reliant les axes routiers existants aux futures sorties maritimes. Il ne s'agissait pas encore de volumes massifs, mais de tests logistiques destinés à mesurer délais, coûts et obstacles administratifs. Ces premières expérimentations ont nourri un sentiment de possibilités nouvelles, même avant toute formalisation complète. Ces exemples montrent que la recomposition ne se limite pas au capital ou au sommet diplomatique. Elle se joue aussi dans des choix techniques, des plannings de chantier et des ajustements réglementaires. Chaque décision locale ajoute une pièce au puzzle régional. Le rôle de figures comme Ibrahim Traoré apparaît ici indirectement comme une source d'inspiration plus que comme un commandement centralisé. La dynamique repose sur une idée partagée, transformer une orientation politique en résultat visible. Ce niveau d'impact précoce clarifie l'enjeu principal. La souveraineté commence là où les flux deviennent maîtrisables. Avant décembre 2025, la Guinée-Bissau apparaissait encore comme un maillon discret, mais intégré de l'architecture ouest-africaine. Après l'envoi des lettres officielles de retrait, elle devient en quelques heures un pivot stratégique pour les États du Sahel. La séquence s'ouvre dans un climat de tensions accumulées. Depuis des mois, la CEDEAO multipliait sanctions et pressions politiques contre les régimes issus de coups d'État au Mali,
au Niger et au Burkina Faso. Ces mesures visaient à rétablir un ordre institutionnel, mais elles ont aussi renforcé un sentiment d'asphyxie économique et diplomatique. Les États enclavés voyaient se refermer leurs marges de manœuvre sans alternative crédible à court terme. C'est dans ce contexte que le général Horta Inanaman, fraîchement installé au pouvoir à Bissau, prend une initiative inattendue. Au lieu d'entrer dans une phase de négociation prolongée, il choisit la rupture nette. Les courriers adressés aux instances régionales annoncent un retrait total, sans calendrier de retour ni concession immédiate. Ce choix transforme une crise latente en événement déclencheur. La réaction régionale est immédiate, réunion d'urgence, communiqué à l'armée, appel au dialogue se succèdent, mais sur le terrain, la dynamique suit déjà un autre rythme. L'Alliance des États du Sahel accueille la Guinée-Bissau comme un partenaire côtier, comblant une faille géographique longtemps subie. Le symbole est fort, le désert cesse d'être condamné à l'enclavement. Ibrahim Traoré lit cette séquence comme une confirmation de sa ligne politique. Pour lui, la souveraineté ne peut rester théorique tant que les routes et les débouchés restent contrôlés de l'extérieur. L'événement bissau-guinéen illustre ce passage du discours à l'acte, où une décision institutionnelle ouvre des possibilités matérielles. Les jours suivants, les signaux s'accumulent, discussions sur l'usage du port, projection de corridors routiers, échanges entre administrations techniques. Chaque étape renforce l'idée que la rupture n'est pas isolée, mais intégrée à une trajectoire plus large. Ainsi, la chronologie révèle un basculement clair. Un choix politique déclenche une chaîne d'effets concrets et rapides. Avant la recomposition actuelle, les économies sahéliennes dépendaient largement de circuits d'importation coûteux et indirects. Après l'intégration d'un débouché côtier, les indicateurs disponibles suggèrent un changement de trajectoire mesurable. Pour commencer, un premier élément chiffré concerne les infrastructures internes. Entre 2023 et 2025, plus de 5000 km de routes ont été construits au Burkina Faso sous l'impulsion des autorités de transition. Ce volume, inédit pour un pays enclavé, sert de base logistique à toute projection vers la côte. Il ne s'agit pas seulement d'un cumul de chantiers, mais d'un réseau continu reliant zones agricoles, centres miniers et frontières régionales. Cette base matérielle rend crédible l'idée d'un corridor sahélien orienté vers l'Atlantique, là où, auparavant, les routes s'arrêtaient faute de débouchés. Dans la continuité, un second indicateur éclaire la dépendance économique antérieure. En 2024, l'ensemble de la CEDEAO a dépensé 2,4 milliards de dollars en importations alimentaires. Pour les pays du Sahel, cette facture traduisait une vulnérabilité structurelle. Produire localement, mais exporter peu, puis réimporter à prix élevé. La perspective d'un accès maritime modifie ce calcul. Elle ouvre la possibilité de circuits plus courts et d'une transformation locale accrue avant exportation, réduisant l'exposition au marché extérieur. Enfin, un troisième chiffre met en évidence une évolution financière interne. Dans les États membres de l'Alliance des États du Sahel, les revenus issus des ressources minières ont progressé de 35% en 2 ans sans recours à de nouveaux prêts extérieurs. Cette hausse ne prouve pas à elle seule une autosuffisance durable, mais elle indique une capacité renforcée à mobiliser des ressources domestiques. Dans ce cadre, l'accès à la mer agit comme un multiplicateur potentiel, facilitant l'exportation directe et améliorant la captation de valeur. Ces données doivent être lues ensemble. Les routes créent la continuité territoriale, la réduction des importations alimentaires allège la pression extérieure et l'augmentation des revenus miniers offre une marge budgétaire. Pris isolément, chaque indicateur reste fragile. Combinés, ils dessinent une dynamique cohérente où la géographie cesse d'être un handicap automatique. Ibrahim Traoré insiste souvent sur cette logique de comparaison avant-après. Pour lui, la souveraineté se mesure moins par des déclarations que par des écarts observables entre dépendance et autonomie. Les chiffres ne servent pas à proclamer une victoire, mais à suivre une variation. Ils permettent de vérifier si une décision politique produit des effets concrets ou s'épuise dans le symbole. Les critiques soulignent néanmoins les risques. Une montée rapide des investissements internes peut créer des tensions budgétaires et l'absence de financements extérieurs réduit les amortisseurs
en cas de choc. Ces réserves sont réelles, mais elles n'annulent pas la tendance observée. La capacité à financer et exploiter ses propres infrastructures augmente. Ainsi, la lecture quantitative ne conclut pas à un succès définitif. Elle montre plutôt un déplacement mesurable du point d'équilibre. Là où les pays sahéliens subissaient des contraintes fixes, ils disposent désormais de variables sur lesquelles agir. Cette différence, encore partielle, explique pourquoi l'ouverture maritime n'est pas perçue comme un simple symbole, mais comme un levier économique à suivre dans la durée. Les critiques du nouveau bloc sahélien avancent deux arguments principaux. Le premier affirme que la rupture avec la CEDEAO risque d'isoler durablement la Guinée-Bissau et, par ricochet, ses partenaires sahéliens. Selon cette lecture, sortir des cadres régionaux existants réduirait l'attractivité pour les investisseurs étrangers, compliquerait les échanges commerciaux et exposerait les économies à des sanctions difficiles à absorber. L'accès à la mer, disent-ils, ne suffit pas à compenser la perte de réseaux institutionnels patiemment construits. Le second argument porte sur la nature politique de l'alliance. Une coopération entre régimes issus de coups d'État serait intrinsèquement instable et susceptible de fragiliser la confiance régionale. Les détracteurs craignent qu'une telle configuration renforce la militarisation du pouvoir au détriment de mécanismes démocratiques reconnus. Dans cette optique, l'efficacité économique à court terme masquerait des risques politiques à moyen terme. Ces objections méritent d'être examinées sérieusement. Cependant, les partisans du modèle sahélien répondent par des éléments factuels plutôt que par des intentions. Ils rappellent que, malgré des décennies d'intégration formelle, de nombreux pays membres de la CEDEAO demeuraient dépendants des importations et des financements extérieurs sans amélioration significative du niveau de vie. L'argument de l'isolement est relativisé par l'intensification des échanges intrasahéliens observés depuis la création de l'Alliance des États du Sahel. Sur le plan politique, la réponse insiste sur la légitimité fonctionnelle. Ibrahim Traoré et ses homologues soutiennent que la stabilité ne repose pas uniquement sur des processus électoraux, mais aussi sur la capacité d'un État à produire, construire et protéger. Les données montrant une hausse des investissements locaux et une mobilisation accrue des ressources internes sont mises en avant pour étayer cette position. Le débat ne se résout donc pas par un choix binaire. Il oppose deux conceptions de la légitimité, l'une fondée sur des cadres institutionnels hérités, l'autre sur des résultats tangibles. Cette tension structure la recomposition actuelle. Elle explique pourquoi le projet sahélien suscite à la fois inquiétude et adhésion, sans qu'aucune des deux lectures ne puisse, à ce stade, s'imposer définitivement. On pourrait résumer ce point de bascule par une formule: la géographie a changé de camp. Ce point médian révèle moins une alliance supplémentaire qu'un déplacement durable du centre de gravité régional. Jusqu'ici, le Sahel subissait sa position intérieure comme une fatalité économique et stratégique. L'entrée d'un État côtier dans l'Alliance des États du Sahel inverse cette lecture. La mer n'est plus une frontière externe, mais une extension fonctionnelle du projet sahélien. Ce changement reconfigure les priorités. Les débats ne portent plus seulement sur la légitimité des ruptures institutionnelles, mais sur la capacité à organiser des flux continus, du désert jusqu'au quai. Les routes construites à l'intérieur trouvent enfin une finalité maritime, et les ports en cessent d'être des points de passage contrôlés par d'autres. Cette continuité territoriale modifie la façon dont les décisions politiques sont évaluées. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un révélateur plutôt que comme un initiateur isolé. Son discours sur la souveraineté par l'infrastructure prend sens au moment où la géographie cesse de contraindre mécaniquement les choix économiques. Ce n'est plus une promesse abstraite, mais une hypothèse testable, observable dans les itinéraires, les coûts et les délais. Le basculement central tient donc en une idée simple. L'espace devient un levier. Une fois cette bascule opérée, les discussions changent de registre. Il ne s'agit plus de savoir si l'ouverture est possible, mais comment elle sera exploitée, régulée et protégée. C'est à partir de ce point que les conséquences concrètes deviennent visibles.
Les conséquences de l'ouverture maritime se déclinent différemment selon les acteurs concernés, mais elles convergent vers une même transformation des rapports pratiques au commerce et à la souveraineté. Pour les États, l'impact est d'abord stratégique. L'Alliance des États du Sahel dispose désormais d'un corridor continu reliant ses territoires intérieurs à l'Atlantique. Cette continuité réduit la dépendance à des ports extérieurs et améliore la capacité de négociation avec des partenaires internationaux. Les administrations douanières, autrefois contraintes par des itinéraires imposés, peuvent envisager des accords bilatéraux plus directs. Les gouvernements évoquent aussi des gains logistiques significatifs, liés à la diminution des délais et à une meilleure maîtrise des chaînes d'approvisionnement. Du côté des entreprises, le changement est tout aussi concret. Les producteurs de coton, d'or et de bétail du Burkina Faso et du Mali voient s'ouvrir la possibilité d'exporter sans intermédiaires éloignés. Cette perspective favorise l'émergence de coopératives locales chargées de regrouper, transformer et acheminer les marchandises. À Bissau, des contrats logistiques pilotes ont été signés avec des opérateurs sahéliens, signalant une volonté de structurer rapidement des flux réguliers. Pour ces acteurs économiques, l'accès à la mer ne représente pas un symbole, mais une variable de coût et de compétitivité. Les citoyens ressentent ces évolutions à une échelle plus quotidienne. Dans les zones reliées par les nouvelles routes, les marchés voient apparaître des produits auparavant rares ou plus chers. Les chantiers d'infrastructure mobilisent une main-d'œuvre locale et favorisent des échanges de compétences, notamment entre techniciens sahéliens et travailleurs côtiers. Cette circulation humaine renforce un sentiment d'appartenance régionale où le désert et la mer ne s'opposent plus mais se complètent. La fierté associée à ces réalisations matérielles nourrit une adhésion sociale difficile à quantifier, mais visible dans les discours et les pratiques. À l'échelle de la région, la recomposition modifie les équilibres établis. La CEDEAO voit son rôle remis en question, non par un rejet total de l'intégration, mais par la concurrence d'un modèle alternatif centré sur l'autonomie matérielle. Des observateurs notent que d'autres États côtiers, confrontés à des frustrations similaires, pourraient être tentés d'explorer des arrangements comparables. Cette possibilité accroît l'incertitude diplomatique, mais elle oblige aussi à repenser les mécanismes régionaux existants. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré incarne un point de convergence idéologique. Il n'est pas le seul acteur, mais il symbolise une approche où la souveraineté se mesure à l'aune des effets concrets sur les routes, les ports et les échanges. La question n'est plus seulement de savoir qui décide, mais pour qui et avec quels résultats tangibles. Ainsi, les conséquences pratiques dessinent un tableau nuancé. Elles apportent des opportunités réelles, mais aussi des responsabilités accrues en matière de coordination et de stabilité. Ce sont ces effets différenciés, vécus par États, entreprises, citoyens et régions, qui donnent à la recomposition actuelle sa profondeur durable. Si l'on se projette sur les 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour cette recomposition ouest-africaine, sans qu'aucune ne s'impose encore comme une certitude. La première possibilité serait celle d'une stabilisation pragmatique. La Guinée-Bissau consolide sa participation à l'Alliance des États du Sahel tout en maintenant des canaux de dialogue fonctionnels avec la CEDEAO. Les flux commerciaux s'ajustent progressivement, les corridors sont testés à petite échelle et les accords techniques précèdent les annonces non politiques. Cette coexistence de deux cadres régionaux crée des frictions mais limite les ruptures de brutal. L'intégration avance par essais successifs plutôt que par rupture totale. Une seconde possibilité serait une trajectoire plus favorable où le corridor atlantique fonctionnerait pleinement. Les routes sahéliennes seraient reliées de manière fluide aux ports bissau-guinéens, permettant une baisse sensible des coûts logistiques et une augmentation des volumes échangés. Dans ce contexte, les États membres pourraient mutualiser certains investissements, notamment énergétiques et industriels, afin de transformer davantage de matières premières sur place. Ibrahim Traoré pourrait alors proposer des mécanismes communs de financement des infrastructures, renforçant la cohérence du bloc sans dépendre de préconditionnés. La troisième possibilité, plus tendue, suppose une montée des pressions extérieures. Des sanctions économiques ciblées ou des restrictions diplomatiques
compliquerait l'accès au marché et testerait la solidarité interne de l'Alliance. Le corridor atlantique deviendrait un espace de tension géopolitique, chaque cargaison prenant une dimension symbolique. Dans cette hypothèse, la capacité des États à coordonner leurs réponses et à maintenir la continuité des flux serait décisive. Ces scénarios ne sont pas exclusifs. Des éléments de chacun peuvent coexister selon les secteurs et les périodes. La clé réside dans la méthode adoptée. Avancer par priorité concrète, mesurer les effets réels et ajuster sans rigidité. Penser en termes de conditions plutôt que de promesses permet de garder une marge d'adaptation. Ce choix de lecture évite de transformer l'avenir en prophétie et maintient l'analyse ancrée dans le réel. À ce stade, les effets de cette recomposition touchent directement des groupes souvent absents des analyses géopolitiques. Pour les travailleurs locaux, l'enjeu se mesure en continuité d'activité. Les chantiers routiers et portuaires créent des emplois immédiats, mais surtout des compétences transférables. Conducteurs d'engins, techniciens, logisticiens acquièrent une expérience qui dépasse un projet ponctuel et renforce leur mobilité professionnelle. Les petits entrepreneurs ressentent un autre type d'impact. L'amélioration des axes de transport réduit les délais et les coûts, même de manière marginale. Cette baisse, parfois invisible à l'échelle macroéconomique, peut déterminer la survie d'une activité locale. Pouvoir écouler une production agricole ou artisanale sans intermédiaires multiples change la relation au marché. Le risque demeure, mais il devient plus prévisible. Pour les jeunes, la transformation est aussi symbolique. La perspective de participer à des projets concrets sur leur propre territoire modifie le rapport à l'avenir. Là où l'horizon se limitait souvent à l'émigration ou à l'attente d'aides extérieures, l'existence de chantiers et de flux régionaux ouvre une troisième voie. Cette dynamique n'efface pas les difficultés, mais elle réintroduit une forme de projection collective. Les communautés locales observent également des effets indirects. Des routes praticables facilitent l'accès aux soins, à l'éducation et au marché. Ces gains ne dépendent pas de grands discours, mais d'une continuité matérielle. Chaque amélioration, même modeste, renforce la perception que les décisions politiques ont des retombées tangibles. Pour ces groupes, la question n'est pas idéologique, elle est pragmatique. Les changements annoncés améliorent-ils le quotidien ? Les réponses restent partielles et inégales, mais elles s'ancrent dans des expériences vécues. C'est à ce niveau que la recomposition prend tout son sens, loin des capitales et des sommets. Pour que cette recomposition dépasse le stade de l'élan initial, une méthode opérationnelle s'impose. Pour commencer, il faut institutionnaliser la coordination. Les ministères des infrastructures, des transports et des finances des États membres doivent aligner leurs calendriers et leurs normes. Sans cette harmonisation, les routes et les ports risquent de fonctionner comme des îlots plutôt que comme un système intégré. Le succès se mesurera par des délais de transit réduits et une lisibilité accrue pour les opérateurs économiques. Dans un second temps, la création de valeur locale devient décisive. L'accès à la mer n'a de sens que si les matières premières sont partiellement transformées avant exportation. Cela suppose d'implanter des unités industrielles à proximité des corridors et des ports afin de capter une part plus importante des revenus. Cette logique réduit la dépendance aux fluctuations extérieures et stabilise les recettes publiques. Elle transforme l'infrastructure en outil productif plutôt qu'en simple voie de passage. Il devient aussi essentiel de sécuriser les flux. Routes, chantiers et installations portuaires doivent être protégés pour garantir leur continuité. Cette mission implique une coopération étroite entre forces de sécurité et autorités civiles centrée sur la protection économique plutôt que sur la démonstration de force. La stabilité ne se proclame pas, elle se construit par la fiabilité des échanges quotidiens. Le partage des compétences compte tout autant. Universités, centres techniques et administrations doivent former des ingénieurs et gestionnaires capables d'entretenir les infrastructures sans dépendance prolongée. Ce transfert de savoir conditionne la durabilité du projet. Sans expertise locale, chaque avancée resterait fragile. Pour finir, il faut mesurer autrement les résultats. Ibrahim Traoré insiste sur des indicateurs simples: autonomie logistique, capacité de financement interne, continuité des services. Ces critères permettent d'évaluer si la souveraineté
progresse réellement ou reste déclarative. La feuille de route n'élimine pas les risques, mais elle offre un cadre clair pour transformer une rupture politique en trajectoire maîtrisée. Le fil émotionnel de cette recomposition ramène à des scènes simples, loin des communiqués officiels. Sur une route récemment asphaltée, un camion ralentit, puis accélère sans s'arrêter. Au port, des ouvriers ajustent des amarres, conscients que leur geste relie désormais l'intérieur du continent à l'horizon maritime. Ces images répondent aux premiers signes observés plus tôt, lorsque des décisions techniques semblaient presque invisibles, mais portaient déjà un sens politique profond. Ce rappel souligne une continuité. Les routes évoquées auparavant ne sont plus seulement des chantiers, elles deviennent des trajectoires vécues. Les ports, autrefois périphériques, s'intègrent à une logique régionale où chaque infrastructure raconte une intention collective. Dans cette matérialité, le discours sur la souveraineté prend une densité nouvelle, perceptible dans les rythmes quotidiens du travail et des échanges. Ibrahim Traoré est souvent cité dans ce contexte comme une voix insistante sur la cohérence entre parole et action. Mais l'émotion ne vient pas d'un nom. Elle naît de la reconnaissance que ces transformations touchent des vies ordinaires sans mise en scène excessive. Les ouvriers, les chauffeurs, les techniciens deviennent les porteurs silencieux d'une orientation politique. Quand la route rejoint la mer, le doute recule. Ce retour au concret ferme la boucle ouverte plus tôt. Il rappelle que la recomposition n'est crédible que si elle se voit, se touche et se partage, au-delà des symboles. Au terme de ce parcours, il ne s'agit pas d'adhérer à un récit unique, ni de rejeter en bloc les cadres existants. L'enjeu est plutôt d'observer comment une décision régionale se transforme, ou non, en expérience collective durable. La recomposition en cours invite à déplacer le regard, des sommets diplomatiques vers les usages concrets, des principes proclamés vers leurs effets mesurables. Cette lecture appelle aussi une responsabilité partagée. Analystes, décideurs et citoyens gagnent à suivre ces évolutions avec exigence, sans fascination ni hostilité réflexe. Comprendre les choix faits aujourd'hui permet d'évaluer leurs conséquences demain, qu'elles confirment ou infirment les promesses avancées. Dans cette dynamique, les figures comme Ibrahim Traoré servent moins de repères idéologiques que de points de discussion sur la méthode et les résultats. La question reste ouverte et c'est précisément ce qui la rend pertinente. Comment accompagner des trajectoires émergentes sans recréer les dépendances du passé ? Quels indicateurs privilégier pour juger des progrès réels ? Ce sont ces interrogations nourries par les faits qui méritent d'être partagées, discutées et enrichies collectivement.